Mismatch, le podcast qui aime croiser les perspectives pour explorer tous les possibles. Bienvenue dans la seconde partie de Mismatch numéro 4 consacrée à l'OSINT. J'ai le plaisir de recevoir ici Léo Galibert-Lenné, réalisateur de films et maître de conférences en cinéma à l'Université américaine de Paris. Alors Léo a écouté soigneusement la première partie de cette émission et je vous invite, chers auditeurs, à faire de même afin d'avoir le même niveau d'information et d'éclairage sur ce qui sera dit sur le statut de l'image en matière esthétique et de cinéma. Léo, tu as eu l'occasion d'écouter la première partie avec Clément, Alan et Hervé. Là, ce qui nous intéresse dans ta démarche, c'est vraiment le chercheur, le créateur, celui qui fait des films. Alors, tu as une sorte de double cerveau. D'un côté, tu as fait Normal Sup en analyse cinématographique. Ouais. Donc, c'est des études théoriques du cinéma. Oui, c'était des études très théoriques, ouais. Ouais, vraiment sur l'esthétique et l'histoire du cinéma, l'histoire des formes, etc. Avec la question qui travaillait beaucoup à l'époque de la mémoire. Exactement. Quand j'ai commencé à faire de la recherche, donc il y a une dizaine d'années, c'était effectivement une des premières questions de recherche qui m'avait intéressée. C'était la manière dont on se souvient ou pas des images qu'on a vues. Donc c'était sur la mémoire des films, et après ça s'est décalé vers d'autres types d'images aussi. Et du coup, au-delà de la question de l'archi, je m'intéressais vraiment un peu au mécanisme du cerveau, qui font que non seulement on oublie certaines choses qu'on voit, il y a des images qu'on n'oublie jamais, qu'on a vues très jeunes et qui nous ont marquées, avec lesquelles on grandit, mais aussi des images qu'on invente. Quand on se souvient d'un film, souvent on va se rappeler de scènes et on revoit le film, en fait, là ça n'existe pas du tout. Ça, et à l'inverse, ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, j'avais envie de faire vraiment une analyse esthétique de comment est-ce qu'elles sont fabriquées, ces fausses images mémorielles. Et du coup, je faisais des entretiens avec des spectatrices à propos de différents films et j'essayais comme ça de capturer leur film, leur version mémorielle, imaginée du film. Un peu, s'il y a l'expérience avec qui on voit un film. Bien sûr. On pense qu'on a été accompagné par quelqu'un, c'était pas cette personne, ouais. Dans quel contexte ? Et ça, c'est très intéressant. Je me suis rendu compte, effectivement, en faisant les entretiens, que, en fait, bien souvent, ce dont on se souvient, c'est surtout le contexte dans lequel on a vu le film. C'est-à-dire avec qui, le lieu, la configuration du salon dans lequel on se trouvait, l'odeur qu'il y avait dans le cinéma en particulier, ou alors le fait d'avoir vu un film dans l'avion, par exemple, bien plus que, en fait, le récit ou des répliques du film ou des images spécifiques. Donc, c'est vrai qu'il y avait un vrai primat du contexte sur l'œuvre, dans la construction mémorielle qu'on se fait à la fois à l'échelle individuelle et collectivement aussi, parce que les souvenirs dont on se souvient, qui nous restent, c'est aussi ceux qu'on commémore régulièrement avec des gens, en se rappelant « Ah, tu te souviens à la fois où ?» C'est comme ça que le souvenir s'enracine. Ça fait partie des choses dont, notamment Maurice Olvax, qui est un sociologue, qui a beaucoup travaillé sur la mémoire collective, il parle beaucoup de ça, c'est-à-dire que le souvenir, c'est quelque chose qui s'enracine dans la répétition et la commémoration collective. Et du coup, le cinéma étant à la fois l'objet d'une expérience hyper intime entre moi et les images, mais aussi une expérience collective, quoi, que ce soit en salle ou même quand on voit des films chez nous, on ne reçoit jamais un film comme s'il avait été fait que pour nous, on sait qu'il y a un public collectif. Et du coup, voilà, je m'intéressais beaucoup à tous ces différents niveaux de construction mémorielle en lien avec l'histoire du cinéma. Et après, en continuant dans mes recherches, j'ai en fait étendu cette interrogation à d'autres types d'images, pas seulement le cinéma, mais aussi, et on va sans doute en parler davantage aujourd'hui, mais les images qui circulent sur Internet, et les images numériques, mais en continuant à conserver cet intérêt pour la mémoire et pour l'activité spectatorielle. C'est-à-dire qu'est-ce que on fait, qu'est-ce que les images nous font, qu'est-ce qu'elles font à nos corps, qu'est-ce qu'elles font à nos systèmes de pensée, nos systèmes de valeurs, et qu'est-ce que nous, on fait aux images quand on les regarde, quand on s'en souvient, quand on les partage, quand on en parle à d'autres gens. Là, on est aussi dans la sociologie culturelle, qui est ton master que tu as fait à l'EHSS, c'est-à-dire qu'on croise la question esthétique et la question de la réception, la question culturelle, du contexte, ce qui t'a emmené ensuite vers une thèse. Ouais, tout à fait. Au sein du laboratoire Sacre ou Sacré ? Sacre, ouais, Sacre. Tout à fait, ouais, qui était une thèse en recherche-création, ce qui est la spécificité de ce laboratoire à Paris. Et dans le cadre de cette thèse, ce à quoi je me suis intéressée, c'est à des films plutôt documentaires et expérimentaux qui sont faits à partir de matériaux trouvés sur Internet. Donc des vidéos, des images, des textes, des extraits de forums, etc. Et c'est une pratique donc de cinéma qui s'est beaucoup développé depuis, mettons, 2010, c'est même un peu plus récent que ça, et qui
en fait, touche assez directement aux questions qui vont nous occuper aujourd'hui sur l'Océan, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de cette matière toujours surnuméraire qu'on trouve sur les réseaux et comment est-ce qu'on leur donne du sens, comment est-ce qu'on les analyse, comment est-ce qu'on les met en récit. Donc ça m'intéressait de voir comment est-ce que des réalisatrices s'emparent de cette matière numérique pour en faire des formes documentaires qui sont à la fois, que moi j'analysais à la fois comme un geste justement de documentation, c'est-à-dire rendre compte de ce qui se passe sur Internet, et des fois dans des coins un peu marginaux des internets, et aussi dans une démarche d'analyse, c'est-à-dire le cinéma comme manière de comprendre les nouvelles images, presque comme une méthode de recherche sur les images et sur la manière dont les internautes se servent des images pour communiquer entre eux, pour produire des savoirs, par exemple dans le cadre de l'Océan, ou pour faire plein d'autres choses. Il y a aussi, je trouve, quelque chose d'assez intime dans ton élan, et presque vitaliste, quoi. Tu as entendu, on en a parlé dans la préparation, beaucoup de vieux profs ou vieux critiques disant que le cinéma était mort, que on était dans un discours presque crépusculaire. Toi, parce que donc, tu es un praticien aussi, tu fais des films, tu en fabriques. C'est revitaliser le cinéma avec des techniques, des outils et des moyens qui sont accessibles à tous. Oui, tout à fait, ouais. Ça fait partie des raisons pour lesquelles mes recherches ont un peu glissé de l'histoire du cinéma et de l'histoire de la cinéphilie avec les questions mémorielles dont je parlais à l'instant à l'étude des nouvelles images, aussi pour me distancer un peu de ces discours nostalgiques, comme si l'âge d'or du cinéma était révolu et définitivement derrière nous et ancré dans le XXe siècle. Mais après, ce qui est super intéressant quand on s'intéresse à l'histoire du cinéma et de sa critique, c'est qu'en fait, le cinéma, il a été déclaré mort depuis 1896, un an après l'invention du cinématographe, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une histoire d'un discours crépusculaire justement sur le fait que ça serait un médium, une industrie et une forme artistique qui n'auraient jamais eu d'avenir. Et au final, on est 130 ans plus tard, et je crois que le cinéma, en tout cas en tant que geste artistique, se porte tout à fait bien. Après, il y a évidemment des évolutions dans la structuration de l'industrie, dans les réalités économiques de la fabrication et de la distribution des films, qui sont tout à fait à étudier. Toutes les salles de cinéma vont pas très bien économiquement, mais ça, c'est aussi le fruit de politiques publiques qui mettent pas énormément d'argent dans la protection de la culture et dans sa diffusion. Mais du coup, voilà, en tout cas, en tant que enseignant-chercheur en cinéma aussi, puisque moi j'enseigne le cinéma à des étudiants qui ont 18 ans et à qui j'essaie aussi de transmettre l'idée que non, je ne crois pas que le cinéma soit mort. Et le fait qu'on ait toujours des étudiants, et même en fait de plus en plus qui viennent étudier l'histoire du cinéma avec nous, j'ai l'impression que ça signale aussi qu'il y a une vitalité et un avenir du médium, même s'il faut effectivement, je pense, s'ouvrir à l'idée que les formes qui seront développées dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, et sur le plan technologique, et sur le plan thématique, et sur le plan écologique, probablement, ne seront pas forcément les mêmes que la manière dont on faisait du cinéma il y a 10, 20, 50 ans. Ton cinéma, on revient un peu sur une question qui est au cœur de l'Océan, qui est la question du statut des images et de la séduction des images. Tu utilises des images qui sont produites par d'autres. Il y a un genre cinématographique qui s'appelle le desktop documentary. Tu regardes sur ton ordinateur et tu as l'impression d'être dans la fenêtre de quelqu'un d'autre et tu vois les différentes fenêtres s'animer avec des forums, des images ou des vidéos YouTube et autres. Mais tu es dans un processus où tu prends ces images et tu les interroges, tu les questionnes, tu dis qu'est-ce qu'elles veulent dire, pourquoi elles sont produites là, quel est le récit qu'on cherche à raconter. Et ça, c'était au cœur de ton travail de thèse avec 2 films. Alors, celui qui m'a amené vers toi, au départ, c'est Foreign Sickness, qui était un film sur un autre film, donc une contre-enquête sur une contre-enquête. Est-ce que tu peux en dire plus ? Oui, tout à fait. En fait, le point de départ de ce film, c'est effectivement un autre film que j'ai découvert en festival, qui s'appelle Watching the Detectives, qui est un moyen-métrage expérimental qui était réalisé par un cinéaste canadien qui s'appelle Chris Kennedy. Et donc, ce que Chris Kennedy a fait, c'est qu'il s'est intéressé à une enquête en ligne qui a eu lieu en 2013 à la suite des attentats de Boston. Donc, c'est 2 explosions de bombes artisanales qui explosent au niveau de la ligne d'arrivée du marathon de Boston en 2013. Et donc, dans la réalité historique, à l'issue de ces explosions, il y a évidemment une enquête du FBI qui est lancée. Et en parallèle de ça, il y a une enquête
entre guillemets amateur, qui se produit notamment sur le forum Reddit, où il y a une collecte d'images qui est faite, parce que c'est donc un événement où il y a une grande foule qui est sur les lieux de l'explosion. Et du coup, il y a énormément de photographies et de vidéos qui ont été faites de gens qui filmaient la ligne d'arrivée du marathon. Et du coup, il y a une collecte de ces images qui ont été prises dans la foule qui est réalisée sur Internet. Et une communauté un peu ad hoc qui se réunit d'anonymes, puisqu'on est sur Reddit, donc c'est vraiment des gens derrière des profils, créés des fois pour l'occasion, qui se réunissent pour essayer d'analyser ces images et pour essayer de trouver les coupables dans la foule. Et donc ça, c'est une opération numérique qui a lieu vraiment dans les jours, voire dans les heures qui suivent les explosions. Et Chris Kennedy, donc plusieurs années après, va chercher ces archives d'Internet qui sont plus accessibles sur Reddit, mais il les trouve grâce à The Internet Archive et il fait un film qui égrène les messages des Redditeurs. Donc on suit l'enquête des Redditeurs, à la fois avec les messages postés et les analyses d'images qui sont proposées, avec des photos qui sont annotées, qui sont entourées avec des grosses flèches. On dit, mais regardez, là, le sac à dos, oui, voilà, la bandoulière. Exactement, la lanière du sac à dos. Vous voyez bien qu'il y a une bande blanche et c'est le même sac à dos qu'on voit plus tard sur telle photo où on voit l'endroit qui a explosé. Donc voilà, avec comme ça des mécaniques d'enquête un peu improvisées pour l'occasion et qui, dans la réalité historique, ont mené la communauté des Redditeurs. Et je dis communauté au sens très large, parce que c'est juste les gens qui se trouvent là, quoi, pour l'occasion, à identifier une personne qui n'est en fait pas le bon coupable. Et ça a des conséquences tout à fait négatives sur la vie de la personne qui se fait comme ça accuser à tort. Mais du coup, sans rentrer dans le détail des conséquences dans la réalité de cette enquête en ligne, le film de Kennedy, comme ça, propose une espèce de documentation et aussi de préservation. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, l'enquête sur Reddit, elle est plus accessible sur Reddit. C'est des archives qui ont été préservées par une plateforme tiers un peu par hasard, mais elles sont plus accessibles. Donc c'est aussi important, je pense, de prendre conscience de la fragilité des archives numériques, s'agissant même d'événements qui en fait ont eu lieu il y a 12 ans, c'est quand même pas si loin. Je te coupe un instant parce que Hervé avait dit un truc en préparation mais qu'on n'a pas redit. Tu trouves tout sur Internet sauf ce que tu tenais à conserver. Voilà. Donc c'est vrai que tu as l'impression que c'est là pour l'éternité, mais en fait il y a un gros travail pour aller rechercher des traces d'un passé très très présent, quoi. Tout à fait, ouais, mais ça, d'autant plus que l'internet se développe quand même de plus en plus dans une culture de l'immédiateté. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des plateformes comme ou même des réseaux sociaux comme Snapchat où les messages disparaissent au bout de 24 heures. Ouais. On a Twitch qui est une plateforme de streaming où il y a beaucoup de contenus qui ne sont pas disponibles en VOD après, qui disparaissent, qui sont pas archivés. Et effectivement, ça peut rendre très difficile le fait de retrouver même quelque chose qu'on a vu il y a 3 jours sur Internet. Faire une recherche sur Instagram, c'est un cauchemar. C'est de retrouver un post qu'on a vu, c'est quasiment impossible. Et les algorithmes sont en perpétuelle évolution, c'est-à-dire que les résultats qu'on reçoit à une recherche faite sur n'importe quel moteur de recherche vont pas être les mêmes à quelques jours d'intervalle. Et tu reproduis la même recherche, tu ne retrouveras pas la même chose. Voilà, exactement. Et ça, c'est un truc dont moi, je me suis rendu compte de manière très concrète, parce que ça affectait ma méthodologie de recherche et de travail. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, donc je travaille je fais plusieurs films qui s'inscrivent dans ce genre qu'on appelle le desktop documentaire. Donc il y a un type de cinéma où on filme pas avec une caméra, on enregistre l'écran de notre ordinateur et on illustre comme ça nos circulations sur Internet. Et c'est ça qui fait la matière première visuelle et audiovisuelle qu'on va ensuite retravailler au montage pour en faire un film. Et du coup, effectivement, moi, je faisais un travail de recherche en amont. Et après, il y a le moment où j'ai besoin de faire mon tournage, c'est-à-dire je clique sur enregistrer et je fais la navigation en direct. Et là, la moitié des liens sont morts, ça mène plus aux pages où c'était censé mener, etc. Donc c'est un truc dont on devient très conscient parce que ça affecte notre méthodologie de travail. Mais aussi, je pense que c'est important de se rendre compte à quel point il y a aussi une actualité politique autour de cette question de la fragilité des archives numériques. Et c'est lié de manière lointaine, mais en fait, je pense que c'est quand même assez concrètement quelque chose à prendre en considération quand on parle de fragilité des archives numériques. C'est quoi l'une des premières choses que fait l'administration Donald Trump quand ils arrivent au pouvoir, c'est de supprimer des pages, et on parle vraiment de milliers et de milliers de pages des différents sites des agences gouvernementales états-uniennes pour faire disparaître toute une espèce de purge à la fois idéologique et linguistique, pour faire disparaître des pages qui contiennent notamment toute référence à la transidentité ou aux communautés queer, et un processus comme ça d'effacement et de réécriture de l'histoire qui
qui est opéré extrêmement rapidement et de manière extrêmement massive, très peu de temps après l'élection, et qui, là aussi, nous fait nous rendre compte à quel point est-ce que le fait que les choses sur Internet, elles sont pérennes, c'est faux à plusieurs titres, en fait. Déjà, les structures technologiques et algorithmiques ne sont pas faites pour conserver des archives. C'est pas la priorité des réseaux sociaux, c'est pas la priorité de Google, c'est pas la priorité des GAFAM. Et par ailleurs, il y a aussi des opérations qui sont extrêmement politiques, qui viennent à supprimer de manière active et très intentionnelle des documents qui ont par ailleurs une vraie valeur ou de connaissances scientifiques ou en tout cas une valeur d'archive historique, quoi. C'est vraiment la question de la propriété. On voit de l'appropriation de choses qui peuvent te paraître très personnelles, privées, presque intimes, et l'outil n'existe plus. La technologie propriétaire dit c'est terminé, et on te dépossède de quelque chose dont tu pensais à tort être propriétaire. Oui, complètement. On pensait à tort à une propriétaire. Non, en un sens, il y a une propriété intellectuelle qui s'exerce, il y a un droit à la vie privée. Il y a quand même des éléments juridiques qui protègent, qui devraient protéger, en tout cas qui sont encore existants s'agissant de notre rapport à nos données. Mais c'est des droits qui ne cessent d'être heurtés par les pratiques commerciales dont nos données font l'objet. Mais ce que je trouve, d'ailleurs, ça me fait permettre de mieux formaliser ce que je m'étais dit en regardant Forensicness ou Watching the Pain of Others, ou encore, on va en parler d'un autre géomarqueur, c'est que toi, il y a toujours la voix off, ta voix qui vient dans le film, qui vient imposer une sorte de filtre d'intimité, de subjectivité, de rapport déjà introspectif, personnel, et puis peut-être une mobilisation du spectateur en disant « toi aussi interroge-toi sur ce que tu vois », qui introduit vraiment une délicatesse dans cette froideur et ce caractère non humain de la data. Oui. Alors, c'est intéressant cette question parce qu'effectivement, donc, dans mes films, j'ai tendance à utiliser un récit à la première personne où c'est ma voix qui parle. Donc, j'assume le fait de poser une parole qui est la mienne et qui a une forme de subjectivité. Après, c'est vrai que l'intention derrière cette manière de travailler, pour moi, c'est pas. J'assume le fait qu'il y ait une dimension d'intimité et qui pour moi a un intérêt aussi parce que je m'intéresse à des rapports à l'image qui sont de l'ordre de l'intime, c'est-à-dire que je travaille sur, par exemple, le rapport entre les images qu'on consomme et qu'on produit et nos corps, la manière dont on habite nos corps. J'ai un film que j'ai réalisé qui s'appelle Watching the Pain of Others, on en parlait tout à l'heure. C'est un film sur une maladie de la peau dont des personnes qui se convainquent qu'elles en souffrent vont documenter en filmant leurs symptômes et mettre ces vidéos sur Internet comme une stratégie pour trouver du soutien à la fois émotionnel et en fait des conseils médicaux auprès de la communauté, du reste des personnes qui s'auto-diagnostiquent comme souffrant de cette maladie, qui s'appelle la maladie de Morgellons, qu'ils appellent la maladie de Morgellons, et qui est une maladie qui n'est pas du tout reconnue par le corps médical. D'après les médecins, c'est une forme de délire, des formes d'hallucination plus ou moins psychotiques. Et du coup, ce qui m'a intéressé, c'était justement dans cette pratique de l'image qui consiste à documenter son propre corps de manière extrêmement intime. C'est la peau, c'est la nudité. Enfin voilà, c'est difficile de faire des images plus intimes que ça, mais qui sont offertes en pâture sur Internet dans un espoir de en fait recréer du lien interpersonnel avec d'autres patients et patientes, en l'occurrence, pour compenser une absence complète de réponse de la part du corps médical offerte à une souffrance qui est bien réelle, quelle que soit la manière dont on comprend ce dont ces personnes souffrent. Le fait qu'elles souffrent n'est pas du tout fait pas du tout l'objet d'interrogation. C'est assez indéniable à la vue des vidéos. Et du coup, voilà, ça fait partie des sujets d'études qui m'ont intéressée et qui, je pense, justifient, enfin en tout cas dans mon esprit, le fait qu'il y ait de l'écriture à la première personne et une forme d'intimité dans ma parole, parce qu'en fait, je travaille sur des images qui sont extrêmement intimes. Ouais, et pour moi, il y aurait quelque chose de très aliénant dans le fait d'adopter une posture discursive exactement, qui soit froide et qui soit justement uniquement scientifique. Je mets scientifique avec des guillemets pour faire le parallèle avec la parole du médecin, quoi. Et c'est dans la réalisation de ce film, d'ailleurs, j'y pensais tout à l'heure en écoutant la première partie du podcast, notamment quelque chose que racontait Alain de Neuville à propos d'une enquête qu'il a menée à partir de l'explosion de l'hôpital qui a suivi les attentats du 7 octobre dont il nous parlait tout à l'heure, et il parlait du conflit de loyauté qu'il a lui-même, dont il a fait l'expérience en voyant différentes analyses proposer des mêmes images, et
proposé par des plateformes et qu'il a l'habitude de faire, il a l'habitude de faire confiance. Et moi, pour moi, il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là dans la réalisation de Watching the Pain of Others, parce que en tant que spectatrice de ces images sur Internet, moi, j'étais dans une position qui était double, parce que à la fois je suis enseignant-chercheur, j'ai une thèse, je fais confiance à la science, j'ai été formée à faire confiance à la science et j'ai envie de croire le corps médical en tant qu'ayant reçu une formation que je respecte et dont je reconnais la légitimité. Par ailleurs, je suis féministe et par principe, je crois les femmes quand elles parlent, a fortiori quand elles parlent de leur corps et de leurs expériences du corps. Et en plus, ça correspond à mon expérience intime, fait de savoir que, en fait, oui, les médecins qui balayent du revers de la main quelque chose qu'on essaie d'exprimer de l'ordre de la souffrance en disant non mais tout ça c'est dans votre tête, c'est quelque chose que je connais par cœur. Donc, j'avais envie et j'avais des raisons assez valables personnellement et de croire les uns et de croire les autres. Ceux qui disent cette maladie n'existe pas, tout ça c'est dans votre tête, et les femmes qui disent mais regardez, si j'ai des symptômes, vous pouvez pas nier le fait que là il se passe des trucs sur ma peau, quoi. Et donc voilà, c'était juste pour faire le lien avec ce sentiment ou cette expérience du conflit de loyauté. Et j'en reviens à ta question d'origine qui était sur l'écriture à la première personne et l'écriture de l'intime, parce que dans le cadre de la réalisation de ce film, mais c'est vrai pour les films que j'ai fait depuis, pour moi, le recours à la première personne, il est très stratégique. C'est pas juste que j'ai envie de parler de moi, parce qu'en plus, je parle vraiment pas trop de moi. Enfin, vous apprenez pas grand-chose sur moi en regardant mes films. Pour moi, c'est une méthode pour inviter à l'introspection et à la réflexivité de mes spectatrices face aux images. C'est-à-dire, je dis, voilà, moi, je vois ça, ça me fait ressentir ça, comme une manière d'inviter des réponses qui peuvent se produire dans la tête des spectatrices ou quand on fait des projections en salle, dans les discussions qui suivent, dans les débats qui suivent, qui sont toujours passionnants, ou des personnes qui peuvent justement prendre la parole et répondre en s'étant interrogées sur est-ce que moi j'ai les mêmes mécanismes spectatoriels, et pourquoi est-ce que moi, et ça c'est une question qui est adressée à chaque personne dans la salle, pourquoi est-ce que moi je crois les médecins, pourquoi est-ce que moi je crois les patientes, comment est-ce que je positionne ma croyance, puisqu'au final c'est un peu de ça dont il est question, au sein de ces différents régimes de vérité. Je reprends l'expression de Foucault dont il a aussi été question tout à l'heure. À l'intérieur de ces différents régimes de vérité qui, là, en l'occurrence, s'opposent de manière très binaire, quoi. Et en dernière instance, moi, je suis pas médecin, donc l'existence d'Amélie de Morgellons, j'ai pas d'hypothèse à faire dessus. En revanche, en tant que réalisatrice qui travaille sur le rapport aux images, moi, ça m'intéresse de générer ces conversations qui reposent sur une analyse introspective des spectatrices, sur, qu'est-ce qui fait que vous, personnellement, ce discours-là vous convainc davantage? Est-ce que ça tient à la personne qui est en train de parler? Est-ce que c'est parce que c'est un homme? Est-ce que c'est parce qu'il a une blouse blanche? Est-ce que c'est parce qu'il est plus âgé? Ou est-ce que vous croyez les femmes? Est-ce que justement, elle s'exprime à la première personne, donc ça a l'air plus crédible? C'est des discours qui sont beaucoup plus émotionnels, donc ça aussi, il y a une force de conviction qui va avec ça. Voilà. Qu'est-ce qui vient pondérer notre adhésion à tel ou tel discours qui revendique l'un et l'autre une part de vérité? Comme tu es dans une démarche de création et fictionnalisée, tu n'es pas dans une restitution totale, ce qui est normal, c'est pas la même démarche, c'est pas du journalisme d'investigation, mais n'empêche, il y a ce souci quand même de montrer qu'il y a un travail d'enquête qui a été élaboré et de voir les effets, ce que tu disais, ça c'est intéressant, les effets sur toi que produisent ces images, et donc à interroger pour les autres ce qui va se passer, avec, j'ai l'impression, un peu le cœur de ton propos, c'est l'image contamine. Et là, on est vraiment comme dans le cinéma de David Cronenberg. On sort de l'écran, ça vient à l'intérieur de nous, ça nous transforme. C'est comme un virus, c'est comme une épidémie. Alors, quand tu t'intéresses à la maladie, forcément, la passerelle est naturelle. Et toi-même, tu racontais que tu avais des symptômes qui étaient apparus en cours de réalisation. Oui, c'est sûr. Au bout d'un moment, en fabriquant le film, je me suis rendu compte qu'effectivement, je faisais un film sur la viralité. C'est-à-dire que c'est la viralité vraiment de la maladie et des images. D'autant que dans le cas de ce film en particulier, en fait, il apparaît que les vidéos que font les patientes pour documenter leurs symptômes servent aussi d'outils d'autodiagnostic pour des spectatrices qui, en voyant ces images sur YouTube, se disent « Ah, mais attends, moi aussi j'ai ça sur ma peau, donc peut-être que j'ai la même maladie. » Et c'est là, et du coup, en un sens, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission d'un virus, de manière un peu métaphorique, mais qui passe par l'image. Et c'est là, effectivement, que la notion de viralité, elle était très centrale dans le travail sur ce film. Mais je voulais revenir sur autre chose que tu as dit à l'instant, qui me semblait effectivement très important pour faire le lien entre ce dont on est en train de parler et les questions plus directement liées à l'OSINT, dont il était question dans la première partie du podcast, mais cette question de, effectivement, qui prend la parole, qui est légitime à prendre la parole et avec quels outils, et même en produisant quelle esthétique,
dont il en a aussi un peu été question au début, est hyper intéressant parce que tout à l'heure on parlait de l'enquête qui a suivi les attentats de Boston, qui a eu lieu sur Reddit, et les Redditeurs, ils prennent des photos qui sont prises au téléphone et ils font des cercles sur Paint et ils font des flèches et tout, voilà. Et ça, c'est le fait que l'enquête soit menée à partir d'outils numériques qui sont gratuits, qui sont pas du tout élaborés en matière de ce qu'ils permettent de faire. C'est un argument qui est ensuite employé pour disqualifier l'analyse et l'enquête qui est menée à partir de ces outils. Moi, ça, je trouve ça super intéressant parce que, bon, déjà, moi, je suis enseignant-chercheur et j'utilise Paint tous les jours, mais par ailleurs, ça pose vraiment la question de quel type de rhétorique visuelle vient créer de l'adhésion, sachant que, effectivement, Paint, c'est un outil qui est très limité dans ce qu'il permet de faire visuellement et en termes d'analyse, mais c'est aussi un outil que tout le monde connaît, que tout le monde peut reproduire. Alors que des outils beaucoup plus élaborés, il était question dans la première partie de l'émission de Forensic Architecture, par exemple, ce collectif d'artistes et de chercheuses et de gens qui travaillent dans plein de disciplines, qui produisent des enquêtes extrêmement élaborées, extrêmement convaincantes, à partir de photos ou de vidéos pour documenter notamment des crimes de guerre, et qui produisent des objets qui sont extrêmement fascinants, qui sont extrêmement séduisants, qui d'ailleurs maintenant circulent vraiment beaucoup dans le monde de l'art contemporain et dans le festival de cinéma, parce qu'il y a une vraie séduction esthétique du dispositif. En revanche, moi, en tant que spectatrice, je n'ai aucune idée de comment fonctionnent les logiciels qu'ils ont utilisés pour le faire, donc je ne peux pas du tout retracer l'enquête qui a été menée. Du coup, c'est vraiment intéressant, je pense, sur cette question, et encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un intérêt au fait de politiser la discussion sur l'OSINT et ce que l'OSINT apporte ou pas, ou la manière dont ça complémente des, entre guillemets, professionnels de l'enquête qui sont à la fois dans le cadre juridique, dans le cadre de procès, ou l'enquête que peut mener des policiers. Je parlais du FBI tout à l'heure dans le cas de Boston, mais vraiment cette question de qui a accès à quels outils pour produire quel type de connaissances. Et nous, quand on est en bout de chaîne dans la réception de ces enquêtes, quels critères est-ce qu'on applique pour évaluer la qualité de ce qui nous est proposé? On pourrait presque dire quelle est la date de péremption d'un discours, d'une image. Quand on voit, tu te parles de Paint, mais moi qui ai regardé ton film très récemment, c'est vrai qu'on voit un design qui est hyper daté. Alors, je pense avoir suffisamment de recul pour savoir lire ces documents et interpréter ce film. Et d'ailleurs, ça m'a énormément plu. Je ne l'ai pas dit là, mais je te l'ai dit à toi. J'ai trouvé ça vraiment très, très, très intéressant et j'étais très pris par le film. Mais on peut se dire que certains vont dire oui, c'est aussi vieux qu'un film en noir et blanc. Ça n'a plus aucune pertinence, alors que ce qui est raconté doit être interrogé aussi en fonction d'un contexte dans lequel ça a été donné, ce que tu fais, de la même façon que les discours des réditeurs à l'époque doivent être interprétés au moment où c'était dit, parce qu'on voit des propos qui nous paraissent complètement ahurissants aujourd'hui, quoi. Complètement, ouais. Mais c'est ça que je trouve passionnant dans une pratique cinématographique, en dialogue avec les pratiques numériques, les cultures Internet, etc., c'est que les temporalités du cinéma et d'Internet sont très différentes. C'est-à-dire que faire un film, quelle que soit la manière, même quand on travaille dans une économie hyper réduite, qu'on travaille seul et tout ce qui a été beaucoup mon cas jusqu'ici, même quand on travaille pas avec une maison de production, donc il n'y a pas des mois et des mois d'attente, de délai pour avoir des financements et tout. Même quand on travaille de manière vraiment un peu hors circuit, il y a une temporalité de la fabrication d'un film qui prend des semaines, des mois. Des Forensic Nest, c'est 1 an de travail, par exemple. Et du coup, ça oblige à un différé du rapport à l'information, du rapport à l'événement historique qu'on étudie. Et moi, ça fait partie des choses qui m'ont intéressée, notamment dans Forensic Nest. Donc, je prends pour point de départ ce film de Chris Kennedy, qui sort en 2019, le film de Chris Kennedy, mais qui part d'un événement qui a lieu en 2013. Ouais. Donc, il y a déjà 6 ans d'écart. Et 6 ans, en un sens, c'est très court. En un autre sens, à l'échelle de l'histoire d'Internet et en fait un peu aussi à l'histoire de l'accélération contemporaine. Ouais, voilà, des réalités politiques dans lesquelles on vit, c'est aussi extrêmement long. Et dans l'histoire de l'évolution des designs d'interface et des outils numériques qu'on utilise au quotidien, c'est aussi très très long. Et du coup, c'est ça qui me passionne dans cette pratique du desktop documentaire et plus généralement des films qui sont faits en réemploi de matériaux d'Internet. C'est que non seulement ça documente quelque chose de très contemporain, quoi, mais par ailleurs, je pense que ça a vraiment vocation à servir d'empreinte mémorielle. On en revient à la question de la mémoire dont on a parlé au tout début, d'empreinte documentaire pour le futur. De dire, mais regardez, ça c'était effectivement la manière dont fonctionnaient les algorithmes, la manière dont fonctionnaient les moteurs de recherche en 2018. Et ouais, ça a déjà changé. Mais c'est intéressant et c'est important, je pense, d'en garder la mémoire parce que sinon, on est effectivement dans ce flux
qui fait que tel, je sais pas, le poisson dans l'eau qui voit pas le passage de l'eau autour de lui, quoi. Donc vraiment, moi je vois ces films comme des espèces, c'est comme ça que je les enseigne aussi, je vois comme des espèces d'empreintes à un instant T de ce à quoi ressemblait tel recoin d'internet à ce moment-là. Et je crois que ça a vraiment de sa valeur en tant qu'effectivement de future archéologie des médias, quoi. Est-ce qu'on peut parler de ton projet actuel ou pas ? Bien sûr, ouais. Parce que là, tu prends ton risque, parce que tu es justement le poisson dans l'eau que nous sommes tous. Tu regardes notre environnement et tu te projettes en 2080 pour essayer d'analyser le monde d'aujourd'hui. C'est hyper risqué. Tout à fait. Risqué, je sais pas. Après, je prétends pas... ça n'a pas valeur de prédiction. Donc, je prétends pas savoir ce qui va se passer. C'est une façon d'interroger, en tout cas, sur le monde actuel. Voilà, exactement. Une perspective, ouais. Oui, et puis, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est la question de l'archive, non seulement du passé, mais effectivement de penser aux médias contemporains comme de futures archives. C'est-à-dire, quelles traces est-ce qu'on est en train de laisser et de préserver ou pas pour les générations futures ? Et comment est-ce qu'elles comprendront notre époque à partir de ce à quoi elles auront accès, en fait, de toutes ces images, tous ces médias qui filtrent et qui conditionnent tellement d'aspects de nos vies contemporaines à l'heure actuelle. Donc oui, ce projet, pour en dire un petit mot, c'est un film, c'est un long métrage sur lequel je suis en train de travailler, qui est parti d'un projet de recherche sur lequel j'ai passé plusieurs années autour de la question de la fatigue et de l'épuisement en lien avec la consommation d'images. Donc ça venait vraiment d'une réflexion qui a pris beaucoup d'ampleur pendant la pandémie de Covid, en lien avec le fait qu'on a collectivement, en tout cas beaucoup d'entre nous, ont passé beaucoup plus de temps sur les écrans qu'avant. Donc il y avait beaucoup d'alertes et de mises en garde qui ont été formulées sur la lumière bleue, la fatigue visuelle, etc. Et le fait qu'on avait du coup un mode de vie encore plus sédentaire que d'habitude, et tous les problèmes de sommeil qui ont été aussi bien documentés, et face auxquels d'ailleurs on n'est pas égaux non plus. Il y a des disparités au sein de la société en fonction de qui est plus ou moins susceptible à cette fatigue visuelle, informationnelle, etc. Et du coup, j'ai mené un projet de recherche assez long et assez touffu autour de ces questions de fatigue et médias, en gros, fatigue et images. Et au bout du compte, après plusieurs années, effectivement, ça aboutit sur un projet de récit qui se passe effectivement dans une 60aine d'années, où on suit un personnage qui n'a pas connu notre époque, qui est trop jeune, qui est né en 2050, quoi, mais qui mène une enquête sur l'histoire de ce qui se passait dans les années 2020. Et c'est vrai que dans le film, moi, je fais l'hypothèse, c'est pour ça que je disais que je prétends pas prédire grand-chose, parce que je fais l'hypothèse d'un futur optimiste. J'imagine que la société est globalement un peu plus égalitaire, et du coup, les gens sont un peu moins épuisés en permanence, et qui est aussi une hypothèse de décroissance technologique, économique, etc. Et du coup, mon personnage ne comprend pas, premier degré, vraiment n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que tout le monde était aussi fatigué dans les années 2020, et pourquoi est-ce que c'était pas un sujet. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que c'était normal que on dormait 2 heures par nuit, on se retrouvait le matin, on se dit on est un peu fatigué, mais on enchaînait quand même sur notre journée de travail, quoi. Et du coup ça m'intéressait de déplacer le récit dans le futur pour avoir comme ça le regard d'un personnage qui ne tient pas du tout pour acquis la manière dont on vit, qui en voit les paradoxes, qui voit que c'est un paradoxe, par exemple, de dépendre de nos téléphones pour avoir accès à notre application de méditation, pour tout ce qui est les applications aussi de tracking du sommeil, pour regarder des vidéos ASMR, pour se relaxer le soir et tout, alors qu'en même temps, on sait par ailleurs que beaucoup d'applications sur le téléphone sont designés pour produire des effets d'addiction qui font qu'on a du mal à les poser le soir et qu'on les regarde la nuit et que ça nous empêche de dormir. Donc, ce paradoxe-là, par exemple, du téléphone comme à la fois le poison et le remède de l'insomnie contemporaine, c'est partie des paradoxes qui, moi, ça structure ma vie, mais ça m'intéresse de le raconter depuis le point de vue de quelqu'un qui vraiment percevrait l'absurdité de la chose, quoi. Et du coup, dans la construction de ce récit, j'ai été amenée à me poser et à prendre des décisions, mais qui sont vraiment de l'ordre de la fiction, pour le coup, et de la prise de position politique, en fait, sur, du coup, c'est quoi l'Internet à cette époque-là ? Est-ce qu'il y a encore Internet ? Est-ce qu'il y a encore des médias ? Est-ce qu'il y a encore des écrans ? Oui, mais alors avec quelle électricité ? Comment est-ce qu'elle est produite ? Comment est-ce qu'elle est distribuée ? Enfin, des questions un peu pragmatiques et matérialistes pour imaginer l'avenir des technologies de l'information et de la communication et des pratiques des écrans. Est-ce qu'il y a encore du cinéma ? Par exemple, quelle pratique artistique autour de l'image continue à exister si globalement on essaie de moins épuiser les ressources énergétiques de la planète, pour le dire rapidement. Et du coup, en dernière instance, et là on refait le lien avec ce dont on parlait à l'instant, évidemment ça pose du coup cette question de l'archive contemporaine, c'est-à-dire que mon personnage enquête sur les années 2020 et est en train de fouiller dans des archives de Twitch
pour essayer de comprendre. Voilà, c'est des gens qui se filment la nuit en interaction avec le chat pour essayer de monétiser leur temps de sommeil, qui sont des vraies pratiques qui s'observent aujourd'hui. Mais du coup, ça pose tout de suite la question de, voilà, quelles archives sont encore disponibles en 2080, sur quels ordinateurs est-ce qu'on les voit, dans quel format est-ce qu'elles existent. Voilà, si c'est des ProRes, elles sont plus accessibles. On parlait de ça tout à l'heure. Et est-ce qu'elles ont été dégradées? Est-ce que ces archives numériques, elles ont été, si on les a préservées, c'est probablement qu'on les a transférées d'un disque dur à un autre disque dur, à une autre, enfin voilà, quel que soit le type de support. Mais voilà, essayer d'imaginer les dégradations dont ces archives ont pu faire l'objet et d'essayer de produire un récit qui est du coup vraiment un récit d'anticipation dans le cadre du film, mais qui, j'espère, pourra inviter, comme je le disais tout à l'heure, à une forme d'introspection et de réflexivité des spectatrices sur nos propres rapports à l'image et à notre fatigue, à notre épuisement individuel et collectif, là, à l'heure actuelle, en 2025. Pour conclure, j'ai envie de te dire que tu travailles sur l'image, tu travailles avec l'image et sur l'image ordinateur et le bureau qui apparaît, mais on sent que tu te situes du côté du remède plutôt que du poison, en cherchant à essayer d'atteindre l'autre, à essayer de recréer du lien à travers l'écran, à percer le mur de l'écran, soit celui qui a émis l'image que tu vas aller chercher en t'intéressant à lui, en te plongeant dans ton enquête sur ce qu'il fait, mais aussi avec celui qui va observer et regarder. Donc c'est une façon de répondre aussi à la question qu'on s'est posée tout au long de cette discussion sur Allocine. C'est sur, d'un côté, data, d'un côté données, d'un côté une observation du réel depuis son canapé qui peut avoir un côté complètement déshumanisant, et des réflexions sur comment on retrouve un accès au monde et aux autres. Ouais. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. J'espère, mais si tu es du côté du remède, c'est peut-être un peu une ambition ou une prétention un peu importante. Mais en tout cas, oui, je pense que dans mon travail, et en fait, en réalité, moi, j'investis un peu le cinéma en tant que médium et forme artistique dans cette perspective-là. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire le cinéma c'est mieux que les nouvelles images ou les réseaux sociaux et tout, c'est pas du tout mon propos. Mais je pense que méthodologiquement, effectivement, il y a des récits à produire qui peuvent prendre notamment des formes cinématographiques pour inviter à la fois un questionnement théorique sur ces images, sur la manière dont elles nous habitent, dont elles nous transforment et dont on crée du lien humain à travers elles ou grâce à elles. Et justement pour mettre en récit, pour fabriquer de la fiction, à partir notamment de fiction d'enquête, qui intègre, ou en tout cas qui invite, parce que je pense pas que la data soit jamais vraiment déconnectée de l'humain. Je pense que c'est des choix stratégiques qui sont faits de s'intéresser davantage à la dimension statistique et d'ignorer un peu volontairement le fait qu'en fait non, dans les images il y a toujours quelqu'un qui est en train de filmer, qui a une main humaine, il y a toujours des corps à l'image qui sont des personnes humaines aussi. Il y a toujours de l'humain, il n'y a pas de data sans humain. Ça, je crois pas que ça existe en réalité. Mais je pense que voilà, dans le geste, en tout cas c'est comme ça que j'essaie d'investir la question dans mon travail. Je pense que dans la mise en récit cinématographique de ces images, il peut se jouer quelque chose de l'ordre de réinviter l'humain et rappeler l'existence de l'humain à la fois dans les images, les personnes qui apparaissent à l'image, qui filment les images, et en bout de chaîne, nous qui les regardons et qui nous laissons traverser par elles. Bien, merci Léo d'avoir apporté votre point de vue de réalisateur à la question de la recherche, de la méthodologie qui est liée à Allocine, mais pas que, et également votre point de vue de chercheur sur l'esthétique et l'image. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Mismatch, l'épisode numéro 5. On aura une approche sensible, voire sensorielle, de la ville. C'était Mismatch, un podcast de l'ESCE, l'École supérieure de commerce extérieur, et de l'IFG Executive Education.